Aujourd'hui, on part à la chasse à l'OVNI dans le triangle des Bermudes. C'était en formation. Ça a tourné, ça s'est envolé. Je crois aux ovnis, j'en ai déjà vu. Est-ce qu'il existe quelque chose sur Terre qui vole comme ça? Pas que je sache. Elle est vraie? La vidéo est authentique. Ça avait une forme de balle et c'est entré dans l'eau. C'est une piste non négligeable. L'ovni est peut-être toujours dans le triangle des Bermudes. Les gars, venez voir. Venez voir. Qu'est-ce que c'est que ça? En espérant que ce soit des débris d'un crash d'OVNI. C'est parti. Je descends. Il y a quelque chose. À environ 1 heure. Regardez. On est tombé sur un énorme cratère. Vas-y. Il n'y a pas vraiment d'explication naturelle à ça. Regardez, putain. C'est quoi? Dans le triangle des Bermudes, on recense plus de disparitions d'avions, de bateaux et de personnes que n'importe où ailleurs sur la planète. Pour certains, ce phénomène est dû aux caprices de la nature. Mais pour d'autres, des forces surnaturelles sont à l'œuvre. Chuck, prêt à plonger? 4 spécialistes du triangle des Bermudes vont braver ces eaux troubles pour découvrir la vérité. On est au-dessus, lâche-le. Il y a un truc bizarre en dessous. Qu'est-ce que c'est? 5 mètres, on se rapproche. Ces plongeurs intrépides sont déterminés à percer les secrets des eaux les plus dangereuses au monde. La Floride se trouve à la pointe ouest du triangle des Bermudes. Mike, Chuck et Mo, les fondateurs du TRIGE, l'équipe de recherche sur le triangle des Bermudes, travaillent avec des marins de la région sur l'un de ces mystères les plus persistants, les ovnis. Certains experts pensent que les ovnis seraient responsables de beaucoup de disparitions inexpliquées dans le triangle. Le 28 juin 1980, au sud du triangle des Bermudes, José Torres est aux commandes d'un monoplan aux alentours de Porto Rico lorsqu'il informe les contrôleurs aériens qu'un objet brillant non identifié qui suit son appareil le force à dévier son cap. Quelques minutes plus tard, l'avion disparaît de tous les radars sans laisser de traces. Cet objet brillant serait-il responsable de la disparition de Torres et de son avion ? Les habitants de cette zone côtière sont confrontés à de nombreuses apparitions de la sorte. Et les marins qui gagnent leur vie dans la région tiennent à partager leur histoire. Bonjour, je m'appelle Mo. Bienvenue à notre réunion sur les ovnis. Pour commencer, combien d'entre vous ont déjà vu un ovni? Très bien, moi aussi j'en ai vu un. Avec mon père, je naviguais le long de la côte de la Caroline du Sud jusqu'à la Floride. C'était en 1994, juste après l'ouragan Gordon. C'était le milieu de la nuit, quand tout à coup on a vu des lumières vertes traverser le ciel. Puisque j'ai déjà vu un objet volant non identifié dans la région il y a 25 ans, cette enquête est particulièrement intéressante pour moi. Je suis aussi en quête de réponse. Ça pouvait pas être une pluie de météorites. Les météorites, ça tombe tout droit. Et ça partait dans tous les sens. J'ai toujours voulu mettre la main sur la preuve qui me permettra de dire à tout le monde que j'avais raison depuis tout ce temps. Maintenant, est-ce que quelqu'un aimerait partager son histoire? Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Mark. J'étais sur l'île d'Andros. Il y avait un lancement de satellite. Avec quelques amis, on le regardait depuis la plage. Quelque chose est passé à environ 30 mètres au-dessus de notre tête. Ça ressemblait à un hélicoptère, mais sans moteur ni hélice. C'était il y a environ 20 ans. J'étais à la plage et tout à coup, une énorme lumière blanche. On aurait dit que c'était en formation. On a vu un autre avion, une cible, sur l'écran radar. Il a parcouru 240 km en 10 secondes. J'ai déjà fait ça de nombreuses fois.
Et j'étais vraiment surpris de voir autant de personnes se présenter et d'entendre les histoires très détaillées qu'elles nous racontaient. C'était le 26 avril 2013. J'étais sur la plage, aux alentours de 6 heures du matin, et je n'aurais sûrement pas remarqué cette chose si elle n'avait pas bougé si rapidement. J'ai regardé d'où elle venait, ça venait du sud-est. C'était très proche de la surface de l'eau. Ça volait. C'était à 1 ou 2 kilomètres de moi. Ça a tourné et ça s'est envolé. C'est redescendu vers l'eau. Je pensais que ça allait s'écraser à la surface, mais non. C'est rentré dans l'eau comme un plongeur. Plouf. Et puis ça a disparu. En 2007, le programme d'identification avancée des menaces aérospatiales du ministère de la Défense a interrogé des pilotes de l'armée après l'apparition d'OVNI. L'une des caractéristiques les plus souvent décrites était la capacité de changer de direction et d'accélérer très rapidement. Si rapidement qu'un pilote humain serait écrasé par la force de l'accélération. Ce détail, en apparence insignifiant, donne du crédit à l'histoire de ce témoin. Vinny, c'est ça? Ouais. Aujourd'hui, on a entendu beaucoup d'histoires générales, mais la personne qui est sortie du lot, c'est Vinny. Son histoire tenait la route. C'était quel jour déjà? Le 26 avril 2013 à 6 heures du matin. Je veux avoir une conversation avec cet homme. Absolument. Merci, monsieur. Merci. Merci d'avoir partagé votre histoire. Merci. Il était temps qu'on se réunisse. J'espère qu'on refera ce genre de réunion à l'avenir. Enchanté, merci. C'était une super expérience. C'était très intéressant d'écouter l'histoire des autres. Vinny, ce serait possible de rester un peu plus longtemps? On aimerait vous parler. Bien sûr. Pour en apprendre plus sur votre histoire. Je suis vraiment content d'être venu aujourd'hui. Ça fait trop longtemps que je garde cette histoire pour moi. Il était temps qu'une personne que ça intéresse l'entende. S'ils veulent voir où c'est arrivé, je les y emmènerai. L'équipe de recherche se rend sur les lieux de l'apparition de l'OVNI. L'objectif? Chercher la moindre incohérence dans l'histoire de Vinny et donner une chance à Dave Sicko, membre de l'équipe et ancien spécialiste en reconnaissance de l'armée, d'écouter cette histoire. Alors on fait quoi? On va voir le gars qui a vu quelque chose. Je crois aux ovnis, j'en ai déjà vu. Quand j'étais dans l'armée en Bosnie, mon rôle c'était de faire de la reconnaissance. C'est toujours un peu bizarre de se balader tout seul la nuit. Une fois, j'ai vu 3 ou 4 objets volants qui partaient dans tous les sens. Ils sont entrés en collision pour devenir une grosse boule et ont disparu. Vinny. Ça va? Ouais. Bonjour. Dave, Enchanté. je vais enquêter sur cette affaire parce que les ovnis pourraient expliquer pourquoi tant de personnes ont disparu dans le triangle des Bermudes. La première fois que je l'ai vu, c'était à peu près dans l'alignement de ce bateau-là. Il entrait et sortait de l'eau, comme une pierre qui ricoche. Puis il a tourné et il est monté. Il devait être à 1,5 km de la côte. Où est-ce qu'il a atterri? Il est redescendu d'une traite là d'où il est parti. Il a frappé l'eau sans faire une seule éclaboussure. Rien du tout. Vous ne l'avez pas revu? Non, c'était tout. Une des choses les plus intéressantes dans son témoignage, c'est sa façon de décrire l'objet qui vole à l'horizontale et qui entre et sort de l'eau. Je n'ai jamais rien vu de créé par l'homme qui en soit capable. C'est un truc de super-héros. Combien de temps il restait dans l'eau quand il plongeait? À peine 1 ou 2 secondes. Mais il n'y avait aucune éclaboussure, pas d'écume, rien. La capacité à se mouvoir aisément entre différents environnements, comme l'eau et l'air, ou l'atmosphère terrestre et l'espace, est appelée le déplacement transenvironnement. Une autre caractéristique des ovnis régulièrement mentionnée, selon le département de la Défense américain. C'était dans quelle direction? Par là. Ce qui est génial avec l'histoire de Vinny, c'est qu'il nous a indiqué une direction et une distance. À environ 2 kilomètres? C'est ça. Cet ovni pourrait toujours être là. On pourrait le trouver. Aujourd'hui, on part à la chasse à l'OVNI. On a chargé notre équipement à bord du bateau. On a étudié nos cartes.
et on a délimité la zone de recherche. Allez, ma grande. Ça devrait suffire. On va partir en mer et on verra si on trouve quelque chose. Regarde-moi cette beauté. Ça en jette. Si on trouve quelque chose, ça répondrait à quelques-unes des questions qu'on se pose depuis bien longtemps. Il est 8h30 du matin. L'équipage utilise les coordonnées indiquées par le témoin pour délimiter une zone de recherche entre 1,5 km et 2,5 km de la côte floridienne, au cœur du triangle des Bermudes. Mais tandis que Mo et Dave croient fermement à l'existence des ovnis, Mike Steele, l'ingénieur et second capitaine, n'est pas convaincu. Pour que je croie qu'un ovni nous vient de l'espace, il faudrait que je le voie de mes propres yeux. Il faudrait que je me dise, ok, c'est un ovni et ce sont des aliens. Je pense que si on trouve un vaisseau aujourd'hui, ce sera quelque chose qui a été créé par l'homme. Un appareil militaire de pointe. Ok les gars, on est en face de la plage où Vinny a vu l'OVNI. On va voir si on trouve quelque chose. Pour dénicher cet ovni, Mo et l'équipage entament leur recherche en quadrillant la zone grâce à un sonar à balayage latéral. Cet appareil génère des cartes 3D détaillées des fonds marins. Il est capable de mettre en lumière des anomalies à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Ce puissant sonar émet des ondes sonores. En mesurant l'intensité des ondes réfléchies, il est capable de différencier les objets durs, comme le métal, et les objets mous, comme le sable, la boue ou les poissons. Comme la lumière, les ondes sonores se déplacent en ligne droite et ne permettent pas de contourner les objets. Toutefois, l'onde réfléchie par un objet donne une bonne indication de sa position par rapport au fond marin. Gardez l'œil ouvert. Le sonar qu'on utilise, c'est la crème de la crème du matériel militaire. On peut pas faire mieux. Le sonar génère une carte en 3 dimensions de ce qu'il y a sous l'eau. Les collines, les grottes, les crevasses. Il reproduit tout. C'est comme si on regardait un tableau. Hey Chuck, mes cheveux, ça va? Ils sont parfaits. Ça y est, intéressant. Oh ouais, Les gars, venez voir. venez voir. Il faut que vous voyez ça. Qu'est-ce que c'est que ça? On a quelque chose de solide sur l'écran. Regardez-moi ça. C'est étrange. Ça ressemble à aucun navire que j'ai pu voir au fond de l'eau. Il y a quoi sur la 3D? C'est très distinct. On peut voir une ombre. J'ai l'impression que c'est bien plus profond de ce côté. C'est quelque chose de vertical? Oui, c'est à la verticale. Il y a quelque chose, on a un visuel. On devrait aller voir ça de plus près. Je m'en occupe. Sors-le. L'un des outils les plus cool, c'est le véhicule sous-marin téléguidé, le drone sous-marin. Il va pas te mordre, c'est qu'un robot. On peut voir ce qu'il y a au fond de l'océan avec un flux vidéo en direct. Ça fonctionne. C'est un appareil génial. C'est bon? Ça fonctionne? Ouais, j'ai un visuel. Ok, c'est parti. Je démarre. On va voir ce qu'il y a au fond. Je descends. Ok. C'est bon. Alors, Tu vois quoi? je suis presque au fond. Ah, il y a quelque chose. Il y a une structure et des poissons. On va voir ce que c'est. Je vais avancer un peu. Là, je le vois. J'essaie de voir ce que c'est vraiment. On dirait du bois. En tout cas, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de mousse, beaucoup d'éléments biologiques. C'est pas ce qu'on cherche. Ah bon? Ouais, c'est qu'un vieux bateau en bois, c'est pas un ovni. Et quand je dis vieux, je plaisante pas. Ce truc date.
En arrivant au fond, on s'est très vite rendu compte que c'était pas ce qu'on cherchait. Il s'avère que c'était une vieille goélette en bois. Elle doit être là depuis bien 150 ans, si c'est pas plus. Rapide, polyvalente et nécessitant un équipage réduit, les goélettes étaient très populaires pour le commerce côtier au XVIIIe et XIXe siècle. De nos jours, les naufrages sont bien répertoriés. Mais il n'existe pas de registre précis avant le XXe siècle. C'est pourquoi de nombreuses épaves inconnues jonchent les fonds marins du triangle des Bermudes. On estime leur nombre à plusieurs milliers. Toutes ont emporté avec elles leur nom et leur histoire dans ce tombeau sous-marin. Les ovnis ont longtemps été tenus pour responsables de disparitions inexpliquées dans le triangle des Bermudes. Ils donnent une explication plausible à l'une des énigmes les plus étranges de cette région. Les vaisseaux fantômes, ces navires parfaitement intacts retrouvés abandonnés en mer, sans personne à leur bord. En 1873, le Robert C. Winthrop est retrouvé toute voile dehors, abandonné dans la mer des Sargasses. En 1999, le Allison Soleil est retrouvé échoué à une dizaine de kilomètres de l'île d'Andros. En 2009, le Joe B est retrouvé près de Momery Rock, avec seulement un chien à son bord. Beaucoup pensent que ces centaines de vaisseaux fantômes prouvent que des enlèvements extraterrestres ont lieu dans le triangle des Bermudes. Vous avez récupéré le drone? C'est bon, il est dans sa boîte. Parfait. On rentre. Ok. C'est parti. Beau boulot. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas trouvé d'OVNI qu'il n'y a rien. Et ça ne veut pas dire que Vinny n'a pas vu ce qu'il dit avoir vu. On va continuer à enquêter sur son témoignage. Il y a ceux qui cherchent et ceux qui trouvent. Les premiers, ils abandonnent, mais les seconds, ils ne s'arrêtent jamais. Il y a beaucoup d'habitants dans le coin. Vinny n'est pas le seul à avoir vu quelque chose. Il faut simplement frapper à la bonne porte. Mardi, 12h35. Après 4 jours d'enquête sur le témoignage de Vinny, l'équipe pense finalement avoir trouvé une piste qui leur vient d'une source surprenante. C'est une vidéo du gouvernement qui montre un avion militaire qui poursuit un orbe dans l'espace aérien. Ça correspond à ce que notre témoin dit avoir vu. Regardez. Ça a été filmé à Aguadilla, à Porto Rico, la nuit qui précède l'expérience de Vinny. La taille, la forme, l'orientation, la vitesse sont similaires. Ça vient appuyer ce qu'il nous a raconté. Maintenant, il reste encore à l'expliquer. On est en route pour Miami. On va rencontrer un expert et on verra ce qu'il en pense. Bonjour, monsieur. Bonjour. Mo. Robert Power. Enchanté. Chuck, Robert et Morgan nous ont contactés car ils ont des éléments très intéressants. Leur cerveau ne marche pas du tout comme le mien. Morgan. Enchanté. Enchanté. Chuck, je suis plutôt du genre à foncer dans le tas, mais j'adore les intellos. Ils sont géniaux. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer aujourd'hui. Expliquez-nous ce que vous faites. On travaille avec la coalition scientifique d'études des PAI. Notre groupe est composé de 62 personnes, dont 24% ont un doctorat. Nous sommes tous diplômés dans les sciences et intéressés par les PAI. PAI, ça veut dire quoi? Les phénomènes aériens inexpliqués. Des ovnis, quoi. Oui, c'est la même chose. On a vu la vidéo. Allons droit au but. Elle est vraie? Oui, la vidéo est authentique. On a utilisé les données radar et grâce à ça, on sait que l'avion qui a filmé ces images était bien à cet endroit, à l'instant donné. On sait que c'est un avion militaire grâce au numéro de transpondeur. Ça, c'était le 26 avril 2013, Ok. à Aguadilla, à Porto Rico. Ici, on peut voir un petit objet volant. On dirait qu'il virevolte dans tous les sens, comme un ballon. J'ai mis la pause, vous voyez, à l'arrière-plan. Ce sont des vaches. C'est une vidéo hier. Infrarouge. Exactement. Le noir, c'est chaud et le blanc, c'est froid. Ça nous donne une référence car on sait que la température corporelle des vaches est d'environ 43 degrés. Donc c'est aussi chaud qu'une vache. Oui, au moins, si ce n'est plus. C'est quel genre de vache volante alors?
C'est ce qui m'a le plus intrigué. Quand cet objet touche l'eau, il disparaît pendant un tiers de seconde et à l'œil nu, on ne voit aucune éclaboussure. Regardez ce qu'il se passe. L'objet frappe les vagues et rebondit. Comment il a fait pour entrer dans l'eau comme ça? Excellente question. J'ignore comment c'est possible. La vidéo corrobore le témoignage de Vinny. On trouve des similitudes. La façon dont il a décrit le vaisseau, comment il est entré dans l'eau et comment il en est sorti, sa vitesse, sa forme. Tout ça vient appuyer l'histoire de Vinny. Beaucoup persistent à dire que c'est un ballon. Ils disent que l'objet n'entre pas vraiment dans l'eau, qu'il doit y avoir un nuage quelque part. Selon toute logique, ça voudrait dire que si le nuage bloque le signal infrarouge de l'objet, il devrait aussi bloquer celui des vagues. Mais on voit toujours les vagues. On ne le voit pas, ce nuage. Et si c'était un nuage, alors c'était un nuage minuscule qui était pile là où se trouvait l'objet. Faire appel à la science et au bon sens. Comment osez-vous? C'est exactement ça. En tant qu'ancien militaire, ma première idée, c'était que ça ressemblait à un missile Tomahawk. On est sur la même longueur d'onde. C'était l'explication la plus logique pour moi aussi. Les missiles Tomahawk sont utilisés au combat par l'armée américaine depuis 1991 et peuvent être lancés sous l'eau par des sous-marins. Un puissant propulseur envoie le missile dans l'eau, puis dans l'air, où ses ailes se déploient et où un turboréacteur prend le relais. Cependant, rien ne prouve que le gouvernement américain ait développé une technologie qui permettrait au missile de rentrer dans l'eau durant son vol. Aucun missile ne peut sortir de l'eau comme ça, sans signature thermique. Sans propulseur. Exactement. Ce pourrait être un drone, mais je n'ai jamais entendu parler d'un drone capable de faire ça. Sortir de l'eau sans aucune sorte de propulseur. Est-ce qu'il existe quelque chose sur Terre qui vole comme ça? Pas que je sache. C'est pas un oiseau ou un ballon, c'est pas un avion. Je ne connais rien de la main de l'homme qui ait les mêmes caractéristiques. Parfois, est-ce que vous vous dites qu'on n'est peut-être pas seul? Ah. Oui, on se pose tous la question un jour ou l'autre. C'était fou. C'était génial. C'était hyper intéressant. Cette vidéo, c'était incroyable. J'ai pas d'explication. Non. Après avoir vu cette vidéo, Chuck et Mo sont en mesure de lier deux apparitions d'OVNI à deux extrémités du triangle des Bermudes. Serait-ce possible que le témoin ait vu le même appareil que celui filmé par les douanes américaines? Ou deux appareils similaires auraient-ils survolé le triangle au même moment? Une vidéo, c'est une preuve tangible. Quand on a des images, il n'y a pas grand-chose à redire. Maintenant que je sais que cette vidéo est vraie, ma priorité est de trouver d'autres témoins qui auraient vu la même chose que Vinny. Faudrait qu'on appelle les gars. J'ai un train d'avance. J'appelle déjà Dave. Mardi, 15h. Après 3 jours de recherche, l'équipe est parvenue à localiser deux témoins qui prétendent avoir vu le même OVNI que Vinny. C'est à Mike et Chuck de déterminer s'ils sont crédibles. Bonjour. Chuck, on s'est parlé au téléphone. Content que vous soyez venu. Vous n'allez jamais croire à cette histoire. Je suis ici pour l'écouter. C'était où? Il faut qu'on descende pour aller dans le jardin, je vais vous montrer. Ok, je vous suis. On a fait un appel à témoins, comme dans les forces de l'ordre. On a publié quelques trucs en ligne et distribué quelques tracts. Et on a eu quelques touches. Je cherche une corrélation entre toutes ces expériences. Si leurs histoires se recoupent, on pourra enquêter plus en profondeur. C'était là-bas. J'avais jamais vu ça de ma vie. C'est passé sur la ligne d'horizon, dans ce trou, puis c'est reparti dans l'autre direction. Et après? Pouvez-vous me dire ce que c'était et de quoi ça avait l'air? Si je savais ce que c'était... Décrivez-le. Décrivez-le. C'était juste quelque chose d'un autre monde. Est-ce que ça faisait du bruit quand ça volait? Non, c'était très silencieux. C'était bizarre. Ça avait quelle forme? Comme un ballon de football ou... Non, c'était plutôt droit, long et fin. Ma première impression, c'est que Mike avait l'air...
pas très fiable. C'était quand? Autour du 29 en avril. Le 29 avril? Le 29 avril au matin. Je suis passé en mode flic pour le coincer en posant des questions très directes pour obtenir les réponses que je cherchais. On va reprendre depuis le début. Moi, je veux savoir qui, quoi, où, quand et pourquoi. On sait quand c'était. Le 19. Ok. Le 19 de quel mois? Avril. Le 19 avril? C'est ça. Je croyais que c'était le 29 avril. Oui, le 29 avril. Le 29 avril. Oui. Quel temps faisait-il? Oh, c'était une belle journée. Il y avait un peu de brouillard avec un très beau lever de soleil. Un après-midi normal. Ça allait à quelle vitesse? C'était super rapide. Est-ce que c'était supersonique? Est-ce que c'était plus rapide qu'un avion? Non, ça allait super vite. Et ça tournait à angle droit. Un avion, ça peut pas faire ça. C'est le genre de moment où on aimerait avoir une caméra pour tout filmer. Mais quand on le vit, on n'y pense pas. Et puis, ça passe si vite qu'on a du mal à y croire. J'ai une question. Que faisiez-vous la veille? Je suis sorti tôt du travail. J'ai bu quelques bières, j'ai regardé un film et je me suis couché tôt. Combien de verres? 6. 6. Entre l'apéritif et le dîner. Ok. Son histoire n'est pas cohérente. Je ne dis pas qu'il n'a rien vu, mais ce n'est pas ce qu'on recherche. Ravi de vous avoir rencontré. Merci, Mike. J'espère que vous trouverez quelque chose. Même si c'était un fiasco, ça ne me fait pas perdre espoir. Au contraire, je suis encore plus impatient d'interroger notre prochain témoin pour voir ce qu'il a à nous raconter. Il est 9h55. Aujourd'hui, notre équipe s'apprête à interroger un autre témoin qui prétend aussi avoir vu l'OVNI. Mike et Chuck partent à sa rencontre pour savoir s'il dit vrai. On a rencontré un autre témoin, Chris. Chuck, Mike, enchanté. Enchanté. c'est notre job. On va sur le terrain pour chercher des témoins, on prend la route et on cherche tout ce qui pourrait relier les histoires entre elles. C'est comme ça qu'on trouve des preuves. C'est là que c'est arrivé? C'est ça. J'aime pas trop raconter cette histoire parce que tout le monde dit que je suis cinglé. Mais, en gros, j'étais ici pour pêcher un matin. Ça devait être entre 6h30 et 7h. Le soleil se levait à peine. J'ai accroché mon appât et au moment de lancer ma ligne, j'ai levé les yeux et j'ai vu cette sorte de balle s'élever. Elle flottait. C'était bizarre, je comprenais pas ce que je voyais. Tu m'étonnes. J'étais complètement perdu. J'ai pris mon téléphone et le temps que j'ouvre l'appareil photo, c'était parti à toute vitesse derrière les arbres. Ça faisait des zigzags? C'est parti tout droit. C'est remonté, puis redescendu. Vous avez entendu quelque chose? Rien du tout. On pourrait entendre une mouche voler ici le matin, mais rien. C'est trop bizarre. Combien de temps ça a duré? J'étais tellement sous le choc que je sais pas vraiment. Peut-être 15 secondes, peut-être 30. Tout ce que je sais, c'est que j'ai pas eu le temps de prendre de photos. L'histoire de Chris présente beaucoup de similitudes avec ce que notre premier témoin nous a dit. L'objet est apparu, il est monté, descendu, sans faire le moindre bruit. Leurs récits sont cohérents. Je suis vraiment content parce qu'on a deux personnes avec des histoires très similaires. On tient quelque chose. Quel jour c'était? C'était en 2013, je ne sais plus exactement quel jour. Mais j'ai fêté mon anniversaire le 29 avril et je m'en suis pris plein la gueule en racontant ça à mes amis. C'était quelques jours avant ça. Que diriez-vous si je vous disais qu'en avril, à peu près au même moment où vous avez vu cet objet, quelqu'un a vu la même chose? Ici? Ça me rassure. Il faudrait que vous me disiez où vous avez vu cet objet, d'où il venait. À peu près entre ces deux grands arbres. Ok. C'est une bonne référence. Vous êtes sûr? D'ici, on a 190. 190. C'est noté. Grâce à votre position et celle de notre autre témoin, on va tracer deux lignes et on verra où elles se croisent. Maud, Chuck et moi, on a discuté avec Chris.
On a reçu des informations d'un nouveau témoin qui a vu quasiment la même chose que celui qu'on a rencontré il y a quelques jours. Grâce aux indications de Chris, on obtient sa position géographique et une direction globale. J'ai tracé une ligne droite en direction de là où il aurait vu l'objet. En utilisant les coordonnées géographiques de notre autre témoin, j'ai pu tracer une seconde ligne sur la carte. Ensuite, j'obtiens un point, là où les deux lignes se croisent, et normalement, c'est là que l'OVNI a été vu. On a cherché ici, on n'a rien trouvé. Mais on aurait dû aller là. C'est à 1,5 km. On était à côté de la plaque. C'est pour ça qu'on n'a rien trouvé. On était au mauvais endroit. Samedi, à 7 h, l'équipage est en route pour son nouveau lieu de recherche à 3 km de la côte. C'est leur deuxième tentative pour localiser l'OVNI signalé par les témoins. Potentiellement le même que celui filmé par un bombardier des douanes américaines à Porto Rico, de l'autre côté du triangle des Bermudes. Bon les gars, c'est la zone générale où les lignes de Chris et Vinny se rejoignent. C'est notre triangulation. Il faut qu'on reste à l'affût de la moindre anomalie. Signalez tout ce qui vous semble anormal. On est arrivé à l'endroit où les lignes des deux témoins se croisent. Je vais regarder l'eau, on va voir ce qui se passe. Ici, c'est une zone très peu profonde. Le fond marin est couvert d'herbes marines et il y a moins d'1 mètre de profondeur. Ça n'a rien à voir avec notre précédente zone de recherche. J'utilise une caméra infrarouge pour localiser n'importe quel élément chaud dans l'eau ou à la surface. Là-bas, il y avait 6 mètres de profondeur. Ici, s'il y a quelque chose, on devrait facilement le trouver. Pour trouver l'OVNI, l'équipage passe la zone en revue en formant des cercles concentriques. Ils partent du point où se croisent les lignes de leurs témoins et se déplacent de façon circulaire vers l'extérieur. Puisque l'eau est peu profonde, ils restent attentifs à la moindre anomalie visible à l'œil nu. On cherche tout ce qui pourrait être différent de ce qu'on trouve au fond de l'eau, comme l'herbe marine et le sable. On cherche quelque chose qui pourrait avoir été traîné, comme si quelque chose avait frappé l'eau. On essaie de trouver quelque chose d'anormal, c'est tout. Mo, à environ 1 heure. T'as quelque chose, Dave? Il y a une petite décoloration là-bas. Oh, c'est la même chose ici. C'est pas de la même couleur que le reste de l'eau. Il y a quelque chose. Tout laisse à croire qu'il pourrait s'agir de l'objet filmé par les douanes américaines à Porto Rico. Un objet volant non identifié, parmi des dizaines d'autres signalés dans le triangle par des militaires en service. En 1971, l'USS John F. Kennedy traverse le triangle des Bermudes en direction de Norfolk en Virginie, lorsque les radars, les boussoles et tous les équipements de communication cessent de fonctionner. Un grand objet brillant apparaît alors au-dessus du navire, flottant sans un bruit pendant 20 minutes, avant de disparaître. Alors, tous les appareils fonctionnent de nouveau. L'équipage espère trouver une preuve indéniable de la présence d'OVNI et ainsi lever le voile sur les étranges apparitions et les disparitions inexpliquées qui ont forgé la terrible réputation du triangle des Bermudes. Je vois de quoi vous parlez. On va passer quelques fois pour voir ce qu'on trouve. Notre technique a fonctionné. On est passé pile dessus. Je commence à le voir aussi. Ouais, moi aussi. On pouvait voir un herbier marin vert foncé et tout à coup, une espèce de grand cercle. C'était impressionnant. Regardez, il y a un trou. Regardez, comment c'est possible ici? Qu'est-ce que c'est? C'est un trou? On dirait que ça fait dans les 2,50 m de profondeur. Le fond est plat, c'est super bizarre. Il y avait à peine 1 mètre de profondeur. Et tout à coup, il y avait un trou. On est passé pile au-dessus. Regardez, c'est dingue. Ah ouais, je l'ai vu d'en haut. On dirait vraiment que quelque chose a frappé ici très fort. Comme si ça avait explosé tout autour. Le cratère circulaire localisé par l'équipage fait environ 2,50 m de profondeur et 10 mètres de diamètre. Il se trouve à moins de 300 mètres du point d'intersection déterminé par les témoignages.
On est pile dans la zone que Chris et Vinny nous ont indiquée. On devrait aller voir ça. Chuck, prêt à plonger? Rien de mieux que sauter dans un gros trou. Ok. Je vais arrêter les moteurs. Mike, lâche l'ancre. Dis-moi quand tu veux que je lâche. Ok, vas-y. On est au beau milieu de cette prairie sous-marine, dans une eau peu profonde, au milieu de nulle part. Et on est tombé sur un énorme cratère qui n'a rien à faire là. Prêt? 1, 2, 3. Pour moi, il n'y a pas vraiment d'explication naturelle à ça. On ne voit pas ça dans la nature. Je sais pas encore ce que c'est, mais il faut qu'on aille y jeter un œil. Tu me reçois? Tu me reçois? Je te reçois. Tu m'entends? Terminé. Je t'entends parfaitement. On arrive vers un tas d'herbes marines. La visibilité est limitée. Au-dessus, il y avait pas mal de requins. J'en ai déjà vu 3. Bien reçu. Essaie d'en caresser un. Putain, c'est quoi? C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait qu'on arrive sur une sorte de rebord. Dave, regarde. Chuck et moi, on a plongé et on est arrivé au niveau du cratère. Quand on est arrivé au bord, ça descendait directement vers le fond. Il n'y a pas beaucoup de vie ici. Bien reçu. D'après ce que je vois, c'est vraiment pas naturel. On passe directement d'un herbier marin à rien du tout. C'est trop bizarre. On dirait un cratère lunaire. En descendant dans le cratère pour la première fois, on a remarqué beaucoup d'anomalies. Tout d'abord, il n'y avait pas d'herbe marine. En descendant, on arrive tout de suite sur un fond rocailleux. Il n'y avait rien. Il y a tout un tas de drôles de monticules. Passe la main dedans pour voir s'il y a du métal. Vu son apparence, sa forme, sa localisation et sa profondeur, ça n'a rien de normal à mes yeux. Bien que plus petit, ce cratère ressemble à ceux créés par les météorites lorsqu'elles s'écrasent sur Terre. Les météorites voyagent à près de 20 km par seconde et forment des cratères généralement 20 fois plus larges qu'elles. Ce cratère de 10 mètres pourrait-il avoir été créé par un impact à plus faible vitesse? Se pourrait-il que ce soit un ovni? C'est dingue. Peu importe ce que c'était, ça a fait un cercle parfait. C'est cool de trouver un truc pareil ici. On dirait le désert du Sahara, c'est bizarre. Tout ce qu'il y avait dans le cratère avait l'air brûlé. Je veux pas dire que c'était noir et calciné, mais il y avait rien qui poussait. Et pas un seul poisson. Sur le rebord, il y avait de l'herbe et de la vie partout, mais à l'intérieur, c'était une zone morte. Ça n'a rien de naturel, comme si quelque chose s'était écrasé ici. Avec Chuck, on a prélevé des échantillons de sable, parce que pendant toutes ces années passées dans l'eau, j'avais jamais rien vu de tel. On remonte vers les prairies. C'est un peu moins profond ici. Quoi que ce soit, c'était gros. Remontez à bord. Pour moi, rien de naturel ne peut former un cratère parfaitement circulaire au milieu d'un lit d'herbe marine. Si un objet rond s'était écrasé dans l'océan à très haute vitesse, ça aurait fait un trou circulaire dans le fond marin, comme celui-là. C'était complètement dingue, c'était de la roche. Quelque chose a dû déplacer le sable vers l'extérieur et ça a empêché l'herbe de repousser. Je peux te dire ce que ça n'est pas. Ce n'est pas l'œuvre de l'homme. Il n'y a pas de traces, rien n'indique qu'on ait creusé. Il n'y a aucun débris dans le trou, pas d'éclat, comme ça arrive en cas de météorite. C'est un mystère. J'ai aucune idée de ce que ça peut être. Il est temps de rentrer, les gars. Bien joué.
Lundi, à 9 h du matin, l'équipage rencontre l'océanographe Daniel Miller pour examiner les échantillons de sable collectés sur les lieux dans l'espoir qu'elle trouve une explication à cette zone morte sous-marine. J'ai un petit microscope portable. On va pouvoir regarder le sable de plus près. Je vais prendre un petit échantillon pour voir de quoi le sable est composé. Vous vous attendez à quoi? Une variété de choses selon son origine. Les sédiments sont faits de beaucoup d'éléments différents. On va voir ce qu'on trouve. Je cherche tout ce qui pourrait sortir du lot. Ça, par exemple. C'est quoi? C'est un morceau de sable très brillant. Le sable, ça ne brille pas? Pas complètement. Le sable est composé de bien des choses, mais ça, c'est un morceau de sable particulièrement gros et brillant. Ça pourrait indiquer qu'il y a eu une source de forte chaleur. Qu'est-ce qui crée de la chaleur dans l'océan? Peut-être la foudre. Quand la foudre frappe, ça crée quelque chose qu'on appelle de la fulgurite. Et ça donne cet aspect de verre. C'est courant, ça arrive souvent? Pas vraiment. En voyant les particules de verre, j'étais étonné. Puis elle nous a expliqué comment le sable peut se transformer en verre avec la chaleur. Chuck et moi, on s'est regardés comme pour dire « trop bizarre ». Et si je vous disais qu'on avait trouvé ça dans un cratère de 2,50 m de profondeur? Ça aide beaucoup. Ça pourrait être une météorite. Et si je vous disais qu'on avait 2 témoins qui disent avoir vu un objet volant non identifié s'écraser dans l'océan à l'endroit où on a prélevé ces échantillons? Ok. Intéressant. Même si cette hypothèse est tentante, je ne pense pas que ce soit à cause d'un ovni. Vous avez une autre théorie? Je pense que c'est plutôt quelque chose de scientifique qu'on ne comprend pas encore. En tout cas, avec toutes mes connaissances scientifiques, je n'ai pas d'explication. Selon l'océanographe, quelque chose de très chaud est entré très vite dans l'eau, ce qui aurait fait fondre le sable. Elle nous a dit que la seule façon que ça arrive naturellement, c'est si la foudre avait frappé ou si une météorite était tombée. Si c'était une météorite, elle serait encore là. On aurait retrouvé des traces, c'est certain. Cette expérience me conforte dans mes croyances. Je suis convaincu que les ovnis existent. Quand 2 personnes pointent en direction de la même zone en disant qu'ils ont vu un objet volant non identifié s'écraser dans l'océan, je ne vois qu'une explication à ce cratère au fond de l'océan. L'élément le plus probant, c'est le fait qu'un physicien nous ait montré une vidéo authentique. Après ce que j'ai vécu il y a des années, cette enquête m'apaise. On a vu une véritable vidéo de quelque chose qui n'est pas de ce monde. On a trouvé un cratère qui ne devrait pas être là dans une zone peu profonde. Tous ces éléments laissent à penser que nous ne sommes pas seuls. Tout ce que je peux dire, c'est que si j'étais un ovni, je serais la cause de toutes les choses étranges qu'on voit dans le triangle des Bermudes. C'est clair. Pour le plaisir. Avant cette enquête, j'aurais dit que ce que ces gens avaient vu, c'était des appareils militaires de pointe. Mais certaines des choses que j'ai vues pendant cette enquête m'ont donné une autre perspective sur les enlèvements aliens dans le triangle des Bermudes. C'est possible. Et voilà, on est de retour dans l'inconnu et dans le triangle des Bermudes. S'il y a des ovnis dans le triangle des Bermudes, ça pourrait expliquer pourquoi toutes ces personnes, tous ces avions et tous ces bateaux disparaissent sans laisser de traces.